d'interventionnisme de la part de l'État. D'un autre côté, est-ce que ça ne risque pas de bloquer un petit peu les entreprises face justement à l'évolution mondiale qui est plutôt à la libéralisation? Ah oui, mais bon, merci, bonjour le résultat. Qu'est-ce qu'on a, par exemple, on était à Sanofi à 26. Qu'est-ce qui délocalise? Au niveau Non mais attendez, oui, mais j'ai bien compris. Qu'est-ce qui délocalise aujourd'hui? Les emplois de chercheurs, d'ingénieurs. On nous expliquait, ça c'était le monde rêvé des libéraux. L'Europe, l'Amérique aurait l'intelligence, les emplois à haute valeur ajoutée, le reste du monde ferait les ateliers, c'est-à-dire qu'ils se contenteraient d'aller produire ce que nous aurions inventé parce que nous serions plus intelligents que tout le monde. Aujourd'hui, les ingénieurs chinois et les ingénieurs indiens ont autant de savoir-faire que les nôtres, mais ils sont payés beaucoup moins cher. Résultat, on délocalise pas simplement de l'emploi industriel, des emplois d'ouvriers, mais on délocalise des emplois d'ingénieurs, des emplois de chercheurs. Vous avez des exemples aujourd'hui de laboratoires qui ferment en France pour être reconstruits directement en Inde. C'est pareil pour Sanofi. Sanofi, au passage, qui s'est bien gavé pendant la crise de la grippe A grâce aux contrats qui lui ont été consentis en matière de vaccins et qui est une entreprise largement bénéficiaire et qui va délocaliser de l'emploi, qui est de l'emploi de main-d'œuvre, mais aussi de l'emploi à haute valeur ajoutée, donc des chercheurs dans d'autres pays. Pourquoi? Parce qu'il y a des coûts de production qui sont inférieurs là-bas et que ça leur permettra de dégager davantage de profits. Ben, si on accepte ça, si l'État continue à accepter ça, ça sert à quoi de faire de la politique? Ça sert à quoi? C'est-à-dire qu'une entreprise qui a plus de commandes, il n'y a plus personne qui achète rien, qu'elle licencie, on peut comprendre. Et qu'une entreprise qui est bénéficiaire, qui va bien, licencie, délocalise pour augmenter les marges et augmenter le rendement du capital des actionnaires, en période de crise, c'est inacceptable. Eh bien, il y a des gens qui ont accepté, c'est Sarkozy. Alors ils gesticulent, ils convoquent, et à la fin, ça ne change rien. Puis il y a ceux qui n'acceptent pas et qui disent que dans la loi, il faut un cordon sanitaire entre les entreprises qui licencient parce qu'elles n'ont pas le choix et les entreprises qui licencient pour pouvoir augmenter leurs marges. Voilà, nous n'acceptons pas ce type de licenciement. On va rester sur l'emploi et notamment l'emploi aidé. Aujourd'hui, la région a un dispositif qui est l'emploi tremplin, qui est extrêmement difficile pour un certain nombre d'associations. Est-ce que vous allez travailler cette formule pour pouvoir le rendre beaucoup plus accessible aux associations ou vous allez maintenir le dispositif actuel avec toutes les contraintes pour les associations? L'avantage d'une élection régionale, c'est qu'on peut faire le point sur la mise en œuvre de dispositifs qui sont des dispositifs dont la montée en charge nous a permis de créer, je crois, à peu près 6500 emplois tremplins sur le dernier mandat. Et beaucoup d'associations nous ont dit qu'effectivement aujourd'hui, notamment eu égard à ce qu'est la baisse des concours publics et des subventions au fonctionnement de ces associations, elles ont besoin d'emplois tremplins, mais elles ont besoin de critères peut-être plus souples pour pouvoir justement créer ces emplois. C'est une réflexion que vous n'êtes pas le premier à me transmettre. Globalement, c'est une inquiétude pour beaucoup d'associations. Oui, mais que je vous confirme, on rencontre beaucoup d'associations qui nous le disent, et on verra de quelle façon ce dispositif dont on veut renforcer le potentiel, c'est-à-dire créer davantage d'emplois tremplins, peut être assoupli de façon à répondre aux besoins des associations qui ne sont pas moins forts que ceux des entreprises en période de crise. Très bien, on va passer sur un autre sujet. Nicolas Sarkozy a voulu faire de cette élection locale un enjeu national. Est-ce que cela n'arrange-t-il pas le Parti Socialiste et globalement tous les opposants de Nicolas Sarkozy aujourd'hui? Il a d'abord fait un enjeu national, puis ensuite il a rétro-pédalé quand il s'est rendu compte que son image n'était peut-être pas le meilleur atout pour les candidats au régional de l'UMP. D'ailleurs, il n'a pas été invité dans beaucoup d'endroits, Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, il se fait directeur de campagne de Valérie Pécresse, qui fait une campagne qui est difficile, semble-t-il. Bon, nous, on est prêt à discuter et à débattre avec la droite sur tous les terrains, le terrain national comme le terrain régional. En l'occurrence, ce sont les élections régionales, donc on parle de ce que sont nos compétences. Et surtout, on rappelle que si aujourd'hui nous intervenons dans des domaines qui ne sont pas de la compétence des régions, c'est parce que l'État, lui, n'a plus ou a cessé d'assumer ses responsabilités. Je pense notamment au logement ou à la santé. Vous dites que les Français ont besoin d'un bouclier régional pour s'interposer, un bouclier social pour s'interposer entre eux et la crise. Mais de quelle manière souhaitez-vous le mettre en place? Puisque c'est déjà vous qui dites la totalité des régions, à part l'Alsace et la Corse. Vous savez, on va nous changer une partie de nos orientations parce qu'il y a eu la crise. Ce qui aurait été bien, c'est que le gouvernement lui aussi change de politique parce qu'il y a eu la crise. Nous, une partie de nos orientations, de nos priorités est modifiée en raison de la crise et du fait que les besoins s'expriment sur le terrain, notamment en matière de logement. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui la part du loyer dans le budget des familles ne cesse d'augmenter? Parce qu'il y a une pénurie de logements. Pourquoi est-ce qu'il y a des dizaines de milliers de franciliens qui ne se chauffent pas ou se chauffent mal pour des raisons financières? Est-ce que c'est acceptable ou pas? Nous ne l'acceptons pas. Et donc nous avons un plan qui est extrêmement ambitieux de rénovation du parc de logement social, mais aussi de construction. Et on prend deux mesures pour ça.
première, c'est de mettre à disposition gratuitement des terrains pour faire du logement social pour les collectivités qui veulent s'impliquer dans ce domaine-là et construire du logement. La deuxième, c'est de passer un pacte et un contrat avec les maires qui s'engagent dans le logement social en leur disant plus vous vous engagerez dans le logement social, plus nous financerons, nous, des équipements collectifs qui sont nécessaires dès lors que la population augmente en raison de la construction de logements. Et nous mettrons davantage en matière de construction d'équipements publics, sportifs, de crèches, etc., etc. Voilà les engagements que nous prenons, mais qui sont des engagements pour répondre à ce qu'est le besoin aujourd'hui de logement en Ile-de-France et qui est un besoin de plus en plus fort. On est mal logé ou alors pour beaucoup de franciliens, on a carrément du mal à trouver un logement. Et c'est pour ça qu'il y a là des mesures qui sont des mesures extrêmement concrètes proposées par la région Île-de-France. Donc vous dites que vous changez vos orientations du fait de la crise, mais d'un autre côté, il y a déjà des choses que vous auriez pu faire depuis 2004. Vous parlez notamment tout à l'heure du désert médical. Ce n'est pas lié à la crise, donc pourquoi ne pas l'avoir fait plus tôt? Et ça existe déjà. On a déjà une aide à l'installation des praticiens hospitaliers en zone rurale en Île-de-France. Il n'y a pas que des zones urbanisées en Île-de-France, il y a des zones rurales. Et cette aide-là existait. Et qu'est-ce qu'on constate depuis maintenant plusieurs années, qu'il n'y a pas seulement les zones rurales qui sont en train de se désertifier sur le plan médical, mais qu'il y a aussi des zones urbaines, des zones fortement urbanisées avec des quartiers où il y a moins de médecins généralistes qu'auparavant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, conséquence de ce diagnostic, nous prenons une mesure spécifique qui est l'incitation financière à ce qu'un jeune médecin généraliste s'installe, mais pas seulement les médecins, aussi les élèves infirmiers, de façon à ce qu'il y ait davantage d'infirmiers libéraux dans ces quartiers ou dans ces zones où il manque de personnel de santé. Encore un point qu'on voudrait évoquer avec vous sur la politique de la région, c'est notamment le logement, et notamment le logement social. Qu'est-ce que la région va faire? Est-ce qu'elle va financer des dispositifs pour la création supplémentaire de logements? Est-ce qu'aujourd'hui, globalement, toutes les villes qui sont détenues par le Parti socialiste, est-ce qu'ils respectent les 20% de logements sociaux? C'est toutes ces questions qui sont extrêmement importantes, notamment dans des quartiers difficiles comme celui du Val-Fouré, comme les Mérosiers, comme tous ceux qu'on connaît dans les Yvelines. Bon, j'ai parlé donc de la mise à disposition gratuite pour les collectivités de terrain, un peu de foncier pour faire du logement, du pacte maire bâtisseur, c'est-à-dire on met davantage d'argent public si vous faites du logement social. On mettra en place un système de caution solidaire et de garantie pour faciliter l'accès au logement aux jeunes. Aujourd'hui, le problème, c'est d'avoir la garantie et la caution pour pouvoir avoir un logement. Là, la région le prendra en charge. Et on a donc des dispositifs extrêmement forts. Vous évoquez la loi qui veut qu'aujourd'hui, toutes collectivités doivent tendre vers un seuil de 20% de logements sociaux. Sinon, il y a des pénalités. La plupart des collectivités, notamment de droite, préfèrent payer des pénalités que de faire du logement social. Nous avons fait une proposition de loi. Hélas, nous n'avons pas la majorité à l'Assemblée nationale. Que les pénalités soient multipliées par 5 pour les collectivités qui ne tendent pas à construire l'équivalent de 20% de logements sociaux. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ça leur revient moins cher de payer la pénalité, et en tout cas pas suffisamment cher, ce n'est pas suffisamment handicapant pour les pousser à construire du logement social. Et c'est clair qu'il y a besoin aujourd'hui d'instruments beaucoup plus coercitifs qu'il n'existe pour assurer, faire davantage de mixité sociale en Ile-de-France. On va passer sur la troisième partie de cette émission qui sont un peu ces polémiques qui ont animé la campagne régionale, la campagne nationale, et notamment la polémique Georges Frêche. Après l'épisode Georges Frêche, est-ce que le PS ne cherche-t-il pas aujourd'hui à jouer de nouveau sur cette image antiraciste qu'il avait il y a quelques années, qu'il a peut-être un tout petit peu perdu? C'est pas jouer sur une image, ce qui serait sordide d'ailleurs. Moi je joue pas à faire l'antiraciste. C'est pas de la com, l'antiracisme. Il y a un moment des principes. Le principe c'est, Georges Frêche la première fois dit que les harkis sont des sous-hommes. Il est suspendu de ses responsabilités. La deuxième fois il dit il y a trop de noirs dans l'équipe de France. Il est exclu du Parti socialiste. Là, à sa troisième déclaration, nous avons considéré qu'il ne pouvait même pas, en n'étant plus membre du Parti socialiste, conduire une liste derrière laquelle le Parti socialiste s'engagerait. Voilà, nous avons pris nos responsabilités, c'est les principes. D'ailleurs, avec comme risque pour le Parti socialiste de perdre la région. Donc, franchement, on n'a pas joué les antiracistes sur ce coup-ci. Oui, mais quand même, vous avez mis du temps à intervenir sur un petit Le Pen de gauche, quand même. Du temps, mais je veux dire, c'est moi qui ai demandé son exclusion du bureau national du Parti socialiste. François Hollande était premier secrétaire. Il y a déjà quelques années, il a été exclu au moment de l'affaire de l'équipe de France. Donc on n'a pas mis de temps, on a pris nos responsabilités. Après, il faut regarder cette région et comment est-ce que disent les habitants de cette région. Ils vous disent, et eux ne font pas de déclaration, mais ils vous disent, nous considérons qu'il faudra de toute façon faire barrage à la droite. Et il se posera la question de savoir, selon le résultat du premier tour, comment on fera barrage à la droite, sachant que je vous rappelle là-bas, la droite, M. Coudet est un allié du Front National auparavant.
On a vu ces dernières semaines, dirons même ces derniers mois, un certain nombre de polémiques autour de l'islam, que ce soit la burqa, un débat pendant 6 mois qui a tourné plutôt sur les musulmans de France que sur l'islam, l'identité nationale qui une fois de plus a remis les musulmans de France au cœur du débat, le quick halal qui a une fois de plus, et là en l'occurrence c'est venu de la gauche, remis les musulmans. C'est venu de quick. Oui, mais enfin, la plainte, elle est venue du maire de Roubaix, quoi, qui est socialiste. Est-ce qu'au fond, vous n'avez pas l'impression que, y compris le Parti socialiste, vont rentrer tous dans une logique de mettre systématiquement les musulmans de France au cœur des enjeux préélectoraux? Vous pouvez regarder sur les 10 dernières années, les 10 dernières élections qu'il y a eu, ça a toujours été le même cas de figure. Pourquoi est-ce qu'il y a ça? Parce qu'il y a une lepénisation des esprits. Il y a des gens qui font du Le Pen sans être au Front National aujourd'hui. Vous croyez que le programme aujourd'hui en matière d'immigration et de lutte contre l'insécurité du gouvernement est inspiré par qui? En matière de fichage des populations, en matière de liberté publique. Mais c'est des pans entiers du programme du Front National qui sont mis en œuvre. Dans ce pays, au gouvernement, on fait du Le Pen sans être au Front National. Et la lepénisation des esprits, ça c'est une réalité. Et qui a fait de l'islam une cible, des musulmans une cible. Ça c'est incontestable. C'est une réalité sociale et politique. Nous, on a refusé de participer au débat sur l'identité nationale pour cela, en disant votre objectif, c'est la stigmatisation de populations entières en fonction de l'endroit où elles habitent, ou en fonction de leur origine, ou en fonction de leur croyance ou pas. D'ailleurs, au passage, pour la droite, dès lors que vous êtes maghrébin, vous êtes forcément musulman, vous êtes forcément croyant, etc. On n'a même plus le droit d'avoir une trajectoire personnelle. C'est l'idée selon laquelle, selon votre naissance, on connaît votre destinée sociale. Eh bien, à gauche, nous ne pensons pas ça. On ne pense pas que c'est votre naissance qui détermine ce que vous ferez un jour, ce que vous serez comme homme ou comme femme. Que le travail qui est celui de la République, de l'école, de la famille, de l'éducation, c'est justement de permettre à chacun de trouver sa voie, de s'épanouir, de s'émanciper, de s'affranchir de toute une série de codes, y compris de s'affranchir de sa famille, s'il le faut, de son quartier, et peu importe où on vive. Voilà, c'est la différence entre la gauche et la droite. Et ce qui est incontestable, c'est qu'il y a eu une volonté, mais pour des raisons, en plus, lamentables, de faire du débat sur l'identité nationale le moyen de raccrocher l'électorat du Front National au vote UMP. C'était l'objectif de la droite. Nous avons refusé de rentrer dans ce débat-là. Nous avons dit que c'était un objectif qui était un objectif électoraliste, qui était un objectif objectivement sordide. Mais cela étant, le simple fait de dire je ne veux pas participer au débat, j'y participe en disant que je n'y participe pas. Et donc ce débat-là a duré en longueur. Et vous observez, si je peux me permettre, une remarque. Le symbole du débat sur l'identité nationale tel qu'il a été lancé par le président de la République. Où a-t-il été lancé le débat sur l'identité nationale qui visait, pour faire simple, les conditions dans lesquelles aujourd'hui l'intégration se fait dans la nationalité ou dans la société. En gros, qui visait les populations ou musulmanes ou les populations d'origine maghrébine ou subsaharienne. Il a fait ce discours-là à la Chapelle-en-Vercors. La Chapelle-en-Vercors, c'est quoi? C'est un des hauts lieux de la résistance pendant la guerre. Et pour Nicolas Sarkozy, tous les symboles ont leur importance. Mais qu'est-ce que c'est le message qu'on entend derrière? C'est que l'identité est menacée. Elle est menacée par quoi? Par la menace d'une invasion extérieure, l'immigration, ou la menace d'une occupation intérieure, celles et ceux qui aujourd'hui seraient inintégrables aux yeux de la droite. C'était ça le symbole. Et bien nous, vis-à-vis de ce symbole, nous avons dit basta. Nous ne rentrerons pas dans ce débat parce que c'est un débat qui n'a aucune justification et c'est un débat qui a des objectifs qui sont des objectifs que nous rejetons, ceux qui consistent aujourd'hui à vouloir, par la stigmatisation de celles et ceux qui sont ou musulmans ou pas musulmans d'ailleurs, mais d'origine maghrébine, d'origine d'Afrique subsaharienne, etc., et bien de les stigmatiser pour agréger le vote Front National et essayer de faire un meilleur score et limiter la casse aux élections régionales. Heureusement, ça a raté. On dit de vous que vous êtes un homme de médias. Comment vous apportez une aide à la tempête qui secoue Alice Soumaré en ce moment? Je lui dis... vous le coachez? Non, je ne le coach pas du tout. D'abord, je ne crois pas qu'il en ait beaucoup besoin. Mais par contre, il a besoin, lui comme moi, comme tout le monde, qu'on se parle. Et Ali Soumaré, il est tête de liste du Parti Socialiste dans le Val d'Oise. Il a envie que d'une chose, c'est qu'on arrête de parler de cette affaire pour qu'il puisse se consacrer à sa campagne. Ali Soumaré, il parle aux personnes âgées, et il parle de quoi? Il parle de dépendance, il parle de retraite, il parle aux personnes du Val d'Oise, et il leur parle santé, accès aux soins, hôpital public, il parle logement, il parle des sujets qui sont ceux de l'élection régionale. Et il ne voudrait pouvoir parler que de ça, sauf que
il a été marqué par la droite, marqué en raison de son passé. Vous voyez la destinée